On continue par un exercice qui discute encore de notions de boucles imbriquées. Cette fois-ci, on va écrire des boucles imbriquées et on va les écrire pour calculer un ensemble, le cardinal d'un ensemble de couples. D'accord? On regarde la question 1. On dit donner une définition de la fonction nb couple intervalle qui, étant donné deux entiers n et p tel que n est plus petit que p, envoie le nombre de couples ij d'entiers appartenant à l'intervalle np tel que i est inférieur à j. Alors, on fait la partie qu'on sait faire de manière assez facile, qui est la partie de l'entête. On va prendre deux entiers n et p, donc n est entier, et p est entier aussi. Et on va renvoyer un nombre de couples. Donc un nombre, ça veut dire un entier. Et puis comme précondition, on vient de nous dire qu'on veut que n soit inférieur ou égal à p. Et que cette fonction, elle donne le nombre de couples d'entiers dans l'intervalle np tel que i est inférieur à j. Donc le nombre de couples d'entiers ij dans np tel que i est inférieur ou égal à j. Bon, très bien. Maintenant, on réfléchit à qu'est-ce qu'on doit faire. Et on passe au brouillon. On a un intervalle entier np. Donc on trace notre droite des entiers. Et dans cette droite, on a un n et un p qui est plus grand. Et on veut compter le nombre de couples ij appartenant à l'intervalle LP, donc le nombre de i appartenant à NP, et de j appartenant à LP, tel que i est plus petit que j. Hein, on ne veut pas utiliser de formule directe, je me doute que vous connaissez la formule directe. Donc on va avoir un i qui appartient à cet intervalle. On va avoir un j qui appartient aussi à cet intervalle. On veut trouver tous les couples ij tels que i est plus petit que j. Donc ce qui veut dire qu'en fait on va calculer le cardinal de l'ensemble des couples ij tel que l'ensemble des couples ij appartenant au produit cartésien de l'intervalle np, hein, c'est np croix np, puisque i appartient à np, j appartient à np, tel que i est plus petit que j. Donc c'est le cardinal d'un ensemble, et l'idée, ce serait de trouver comment calculer l'ensemble de ces couples. Et l'idée, ce serait de dire, je vais parcourir tous les couples ij de ce produit cartésien, et je vais compter combien il y en a, tel que i est plus petit que j. Et là, dans votre tête, vous dites, comment je vais faire pour parcourir l'ensemble des couples ij de l'intervalle np. Une manière, ce serait de se dire, je vais essayer sur l'exemple 0, 2. Je dois calculer l'ensemble des couples ij avec n qui vaut 0, p qui vaut 2. Comment je ferais, moi? Alors, j'écrirais tous ces couples. Je ferais 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Puis je regarderai pour chacun, est-ce que i est plus petit que j? Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. 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 Du coup, il y en a 1, 2, 3, tel que i est plus petit que j, 0, 1, 0, 2 et 1, 2. Et du coup, ma valeur, ce serait 3. Bon, est-ce que ça m'avance d'avoir fait ça? Un peu quand même. Parce qu'en ayant fait ça, j'ai regardé comment j'ai fait pour parcourir tous mes couples. Comment j'ai fait pour les énumérer, tous mes couples. Et bien, vous voyez ce qui s'est passé ici. J'ai fixé la valeur de i à 0, et j'ai fait toutes les valeurs de j de 0 jusqu'à 2. 0, 1, 2. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes les valeurs de j, j'ai fixé la valeur de i à 1, puis j'ai fait toutes les valeurs de j. Puis ensuite, j'ai fixé la valeur de i à 2, puis j'ai fait toutes les valeurs de j. Et là, on se rend compte que si on doit faire parcourir toutes les valeurs de i à j, et pour chaque valeur de i, on doit parcourir toutes les valeurs de j. Et on fait quelque chose pour chaque valeur, et pour chacune de ces choses, on fait quelque chose pour chaque autre valeur, ça nous induit une boucle imbriquée. Donc il va y avoir une structure d'un while à l'intérieur d'un while. Le premier while, c'est celui qui va faire
progresser i, donc il y aura un i plus 1 à la fin. On va commencer à i qui vaut n et s'arrêter tant que i est plus petit que p. Et à l'intérieur ici, on va commencer à j qui vaut n. Tant que j est inférieur à p, on va faire j égale j plus 1. Et ça parcourt bien toutes les valeurs de i. Pour chaque valeur de i, toutes les valeurs de j. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour chaque valeur de i, pour chaque valeur de j? Il faudra tester est-ce que i est inférieur ou égal à j. C'est pas mal. Et du coup, ça nous donne une idée d'implémentation. Et donc on y va. Cette idée d'implémentation, elle va se réifier en disant que i est un entier qui initialement vaut n, j est un entier qui initialement vaut n, et ensuite, je vais progresser tant que i est plus petit que p, tant que j est plus petit que p, et à chaque étape, je vais regarder est-ce que i est plus petit que j. Et ensuite, je vais passer à j plus 1, puisque je suis à l'intérieur de la boucle, celle qui fait parcourir la j, et je vais passer i à i plus 1 dans la grande boucle. Et à la fin, et ensuite je dois réfléchir, qu'est-ce que je fais quand i est plus petit que j? Je dois le compter. Donc pour ça, il me faut un compteur. Donc je vais prendre un compteur entier, qui vaut 0 initialement. Initialement, j'en ai compté 0. À chaque fois que j'en trouve un, tel que i est plus petit que j, dans c, je mets c plus 1. Et une fois que j'ai fini, je renvoie la valeur de c. Voilà comment je passe de ça, de cette idée-là, à un plan, à une implémentation. Donc i part de n jusque p, j part de n jusque p. Si i est plus petit que j, dans c, je mets c plus 1. Donc ça a l'air bien, mais on va voir ce qui se passe sur des exemples. Si jamais je teste ma fonction, et je vais la tester avec ce qu'on me donne comme contrat dans l'énoncé. On me dit que sur l'intervalle 0, 0, je dois trouver 0 couple. La réponse, ça marche. Et on me dit que sur l'intervalle 2, 4, je dois trouver 3 couples. Je teste. Là, j'ai une erreur. On me dit que ce test est invalide. Bah, j'en trouve combien, moi? J'en trouve 2. Alors, pourquoi j'en trouve 2? Et là, il faut faire une simulation. Alors, on va pas faire tout l'attirail formel de la simulation des examens, mais on va faire une simulation dans notre tête pour comprendre pourquoi j'en trouve 2. Alors, n vaut 2 et p vaut 4. Donc au début, i et j valent 2 tous les deux. 2 est plus petit que 4. 2 est plus petit que 4. Est-ce que 2 est strictement plus petit que 2? Non, donc je le compte pas. Ensuite, dans j, je passe à 3. J est plus petit que 3 est plus petit que 4. Est-ce que 2 est plus petit que 3? Oui, donc je le compte. Ça fait 1. J passe à 4. Est-ce que 4 est plus petit que 4? Oui. Est-ce que 2 est strictement plus petit que 4? Oui, donc je le compte, ça passe à 2. J passe à 5. Est-ce que 5 est plus petit que 4? Non. Donc J vaut 5, j'y touche plus. Et ensuite, I passe à I plus 1. De I qui passe à 2, il passe à 3. Est-ce que 3 est plus petit que 4? Oui. Est-ce que J est plus petit que 4? Bah J, ça vaut 5. Non. Ah, c'est ça le problème. C'est que ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai bien un I qui commence à n. La première valeur de I vaut n. Et la première valeur de J, I vaut n. Puis ensuite, J vaut tous ces trucs-là successivement. À la fin, J dépasse P et il vaut P plus 1. Donc je fais plus de tour de boucle interne. Donc je passe sur la boucle externe. Et I passe au suivant, à n plus 1. Mais à ce moment-là, j'ai pas remis P au début. Il faut que je remette P au début si je veux reparcourir tout le monde. Donc il faut que je remette P à n. À chaque fois que j'ai fini de parcourir tous les entiers entre n et p avec j, il faut que je... Pardon, il faut que je ne remette pas p à n, il faut que je remette j à n. À chaque fois que j'ai parcouru tous mes entiers avec j, bah, il faut que je remette j en n pour pouvoir recommencer au tour d'après à partir de p. Donc soit je le mets ici, juste au début de la boucle, je remets j à n, la borne de gauche, soit je le mets ici, à la fin de ma boucle, pour qu'au prochain tour de boucle, je puisse remettre j à n. Et là, ça fonctionne, et on vérifie enfin sur le dernier test. Le dernier test, on nous dit que quand on met -1, 3
ça doit faire 10. Et on voit que ça marche. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est qu'on a utilisé I et J pour parcourir l'intervalle avec le membre gauche et le membre droit du couple. On a mis I à N, J à N. On a fait une grande boucle qui fait avancer I. Et à chaque tour de cette grande boucle, on a fait une petite boucle qui fait avancer J, en ayant fait attention à remettre J à N au début, et à chaque fois on fait avancer J. Et donc pour chaque valeur de I, on fait toutes les valeurs de J entre N et P, et à chaque fois on teste est-ce que I est strictement plus petit que J. Et si c'est le cas, on rajoute un compteur. Et on a quelque chose qui marche, et qui est assez générique, hein, c'est-à-dire on parcourt toutes nos valeurs, pour chaque valeur de I, on fait toutes les valeurs de J, on teste quelque chose, et on compte le nombre de fois où on l'a trouvé. Si vous avez des compétences mathématiques, vous vous êtes rendu compte que ça servait à rien de partir à N ici, puisque quand I vaut N et J vaut N, c'est pas vrai que I est plus petit que J. Donc on peut démarrer tout de suite à J plus grand que N. D'accord? Et puis, ici, quand on remet J à N, à la place, on pourrait remettre J directement à I plus 1, parce que ça sert à rien de mettre un J qui est plus petit que I, ça va pas marcher. Donc autant, quand on recommence ici, par exemple, quand on passe de I à I plus 1 là, pour ce I là, on a fait toutes les valeurs de J, ça sert à rien de le remettre au début, on peut le remettre directement juste après la nouvelle valeur de I, puisque toutes ces valeurs là, c'est sûr que ce sera faux. Si jamais on fait ça, alors on peut se rendre compte en fait que on n'a plus besoin de tester que I est inférieur à J parce que ce sera toujours vrai. Si jamais J commence à N plus 1 ici, puis qu'on remet J à I plus 1, alors ce sera toujours vrai, et on aura toujours que I est plus grand que J, donc on peut compter chaque tour de boucle. On fait moins de tours de boucle, d'accord, mais je préfère la version initiale, celle où on teste tout, parce que c'est plus générique, et parce qu'on va pouvoir l'appliquer plus directement à la suite. Bien sûr, vous avez pu inventer d'autres algorithmes quand vous avez essayé de faire cette fonction. Le coup classique que je vois souvent en TD, c'est vous faites partir I de N et J de P. Et pour chaque valeur de I, vous faites décroître J tant qu'il est plus grand que I. Vous comptez le nombre de fois où vous l'avez fait décroître, et après vous le remettez directement à P. Et I, vous le faites avancer, et après vous redescendez J, etc., etc. Une autre manière de faire, ça devrait aboutir au même résultat. Bon, on est content, on a une manière assez générique, elle va nous servir dans la suite, où on doit faire le nombre de couples tel que I divise J. Alors, utilisons à notre avantage le copier-coller, et cette fois-ci, on l'appelle divise. On doit compter le nombre de couples IJ compris entre N et P, donc ça revient un peu au même, tel que I divise J. Et on veut qu'il soit distinct. Alors parce qu'un nombre se divise lui-même, donc il faudra faire attention à cette condition distincte. Donc ici, la condition qu'on veut donner, c'est plus que I soit inférieur à J, strictement, mais que I soit distinct de J, et que I divise J. Donc I soit distinct de J, c'est facile, ça s'écrit comme ça. Et il faut aussi que I divise J. Alors comment on fait? Soit on écrit directement la formule qui dit que I divise J, soit on fait appel à un prédicat. Un prédicat, c'est une fonction qui renvoie un booléen. Et on va écrire le prédicat divise, qu'on considère comme une question de cours, hein, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. On dit K divise N, ça sera quand divise K de N sera vrai, donc ça va renvoyer un booléen. Hein. Je vous ai déjà expliqué qu'une fonction qui renvoyait un booléen, on appelait ça un prédicat. Et cette fonction, elle va décider si K divise N. Décider, ça veut dire renvoyer vrai quand c'est renvoyer true quand c'est vrai, et renvoyer false quand c'est faux. Et là, vous le savez, on va utiliser le modulo, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne. On va faire est-ce que N modulo K est nul? Est-ce que le reste de la division euclidienne de N par K vaut 0? Donc ça, c'est un prédicat qui nous dit quand est-ce que K divise N, et du coup, on va le mettre ici, en gardant la structure qu'on avait précédemment, est-ce que I divise J?
Et voilà. Et donc on a la même chose, on parcourt toutes les valeurs de i entre n et p. Pour chaque valeur de i, on parcourt toutes les valeurs de j entre n et p. Et à chaque fois, on regarde est-ce que i est différent de j et i divise j. Si c'est le cas, on le compte. Et à la fin, on voit combien on en compte. Alors, est-ce que ça marche? Regardons sur les exemples du contrat qui nous sont proposés ici. Quand on appelle sur 4 et 6, ça doit faire 0. Alors, est-ce que c'est bien ce qui se passe ici? Oui. Quand on l'appelle sur 2 et 6, ça doit faire 3. Il y a 3 couples tels que i divise j entre 2 et 6. Ça doit être 2, 6, 3, 6 et 4, 4. Et 2, 4, pardon. Et on voit que ça marche aussi. Et quand on l'appelle sur moins 1, 1, alors ici on vous dit que ça doit faire 2, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense que ça doit faire 4. Alors c'est une typo, mais c'est pas forcément une typo parce que ça dépend si vous avez gardé la condition i strictement inférieure à j ou pas. Si on est dans les entiers positifs, c'est sûr que i est strictement inférieur à j quand i divise j. Mais entre moins 1 et 1, donc on a moins 1, 0 et 1, on a moins 1 qui divise 0, 1 qui divise 0, moins 1 qui divise 1, et 1 qui divise moins 1. 1 divise 0 parce que tout le monde divise 0. Hein, parce que 0, c'est égal à 0 fois moins 1. 1 divise 0 pour la même manière, c'est égal à 0 fois 1. Moins 1 divise 1, parce que 1, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Et 1 divise moins 1, parce que moins 1, c'est égal à moins 1 fois 1. Du coup, on a 4 couples ici. Si jamais on demande à ce que i soit strictement plus petit que j, on ne peut pas avoir celui-là, ni avoir celui-là. Donc ça fait que 2 couples. C'est pour ça qu'ici on vous dit 2, mais moi dans ma définition que j'ai pris de diviser, ça en fait 4. Donc ça doit faire 4. Je lance, et là, j'ai une erreur de division par 0. Une erreur de division par 0. Où est-ce que j'ai vu une erreur de division par 0? Bah, ici, il n'y a pas de division. Donc ça vient de divise, puisque divise, il y a une division, puisque c'est le reste de la division euclidienne. Donc ça veut dire que j'ai utilisé divise avec un k qui vaut 0, ce que je ne devrais pas avoir le droit de faire, puisque ça n'existe pas de faire modulo 0 en Python. Ça renvoie une erreur de division par 0, puisqu'il n'y a pas de division euclidienne par 0, donc il n'y a pas de reste de division euclidienne par 0. Donc je vais rajouter cette précondition que j'aurais dû mettre dès le début pour divise, qui est que k doit être différent de 0. Donc si je rajoute cette précondition pour divise, ça veut dire entre autres que quand j'appelle divise, je dois m'assurer que dans i, il n'y a pas 0. Donc pour ça, je peux emboîter cette chose-là dans un i différent de 0. Et si jamais i n'est pas différent de 0, si i est égal à 0, alors je ne ferai pas cette chose-là. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter ce i différent de 0 ici, parce que quand on évalue une condition avec des AND, on l'évalue de manière paresseuse, donc dès que le i différent de 0 sera faux, on n'évaluera pas cette division-là. Si vous avez du mal à comprendre cette évaluation paresseuse, alors vous gardez cette version dans laquelle je ne ferai ce test que si i est différent de 0. Et là, normalement, ça devrait fonctionner, très bien. Et maintenant, le nombre de couples entre 1 et 10, c'est le dernier test qu'on nous a donné. Ça devrait faire 17. Et j'ai bien compté ce que je voulais. Bon, je suis assez content de moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va regarder quelque chose qui s'appelle la trace d'exécution, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe au sein de notre fonction grâce à l'utilisation de print. Print, qu'est-ce que c'est? C'est une primitive variadique. Variadique, c'est un mot savant pour dire qu'on peut lui donner autant d'arguments qu'on veut. On peut lui donner un argument, ou deux, ou trois, ou quoi que ce soit. Ce que va faire print, c'est que ça va afficher à l'écran une ligne de texte qui correspond à cette chose-là convertie en un texte, espace cette chose-là convertie en un texte, espace cette chose-là convertie en un texte, etc., etc., et avec un retour chariot à la fin. Ça va à la ligne à la fin, donc si on a deux prints à la suite, ça écrira sur deux lignes différentes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va à chaque tour de boucle interne écrire, afficher la valeur du couple. Donc on va dire i vaut i, j
vaut j. Et là, vous voyez, mon print, je lui donne 4 arguments. Le premier, c'est une chaîne de caractères, donc c'est la phrase i vaut machin, qui va écrire tel quel à l'écran. Là, c'est l'entier i, donc il va le traduire en un texte. C'est la version textuelle de l'entier pour pouvoir l'afficher à l'écran. J vaut, il va écrire ce texte tel quel, et ici j, il va écrire la valeur de j. Donc, et en plus, quand i divise j, je veux écrire que j'ai trouvé que i divise j, donc je vais mettre i divise j, point d'exclamation. Là c'est pareil, il va écrire ces 4 mots à la suite, la valeur de i divise j, point d'exclamation. Puis on a dit que pour que ce soit un petit peu plus visible, je vais rajouter des lignes au-dessus et en dessous pour rendre la chose un petit peu plus visible à l'écran. Donc cette fonction-là, ah mince, j'ai oublié de faire mon copier-coller. Attendez, l'idée, c'est que souvent vous allez travailler comme je le fais moi. C'est-à-dire que vous allez rajouter vos commentaires directement dans votre fonction. Mais c'est pas quelque chose que vous voulez, parce que vous faites des tests, et quand vous faites des tests, ça va afficher des choses. Donc ce que vous faites, c'est que vous gardez une fonction sans affichage, et vous prenez une nouvelle fonction avec affichage que vous appelez tracé. Donc vous avez deux copies de votre fonction dans votre code, la fonction normale et la fonction tracée. Vos tests sont faits sur la fonction normale, et vous pouvez essayer la fonction tracée pour pouvoir avoir l'affichage que vous souhaitez. Donc si je veux regarder ce qui se passait tout à l'heure quand je faisais les divisions entre -1 et 1, je vois ce qui se passe ici. D'accord, i vaut -1, j vaut -1. Comme ils ne sont pas distincts, je ne les compte pas. I vaut -1, j vaut 0, -1 divise 0. I vaut -1, j vaut 1, -1 divise 1. 0 divise pas -1, 0 divise pas 0. Enfin, 0 divise 0, mais on l'a pas mis... on l'a pas écrit... on a écrit qu'il devait être distinct. 1 divise -1, 1 divise 0. Et 1, 1, bah 1 divise 1, mais on a dit qu'il devait être distinct. Donc, on a affiché et on voit ce qui se passe à chaque tour de boucle en voyant les valeurs des variables. Donc ça permet de faire une simulation, enfin d'écrire un tableau de simulation directement depuis la fonction. Donc c'est très important que vous compreniez l'intérêt de print. C'est pas quelque chose qui est au programme de cette UE au sens où on vous le demandera jamais en examen, mais c'est quelque chose qui est au programme au sens que ça doit vous aider, vous, quand vous faites votre TME, pour comprendre pourquoi votre fonction ne rend pas ce que vous voulez. Si votre fonction elle renvoie une valeur à laquelle vous ne vous attendiez pas, alors vous pouvez utiliser des prints pour voir ce qui se passe à chaque étape de votre fonction, et ensuite en déduire en regardant la valeur des variables, que effectivement à ce moment-là j'ai compté +1 parce que 1 divisé -1. C'est pour ça que j'ai pas eu un résultat qui valait 2, mais que j'ai eu un résultat qui valait 4, parce que j'ai trouvé ces 4 couples-là qui se divisaient. Donc c'est très utile pour ce qu'on appelle débugger, c'est-à-dire pour enlever les bugs, pour comprendre pourquoi une fonction ne marche pas, ou même pour comprendre pourquoi une fonction marche. Bon, très bien. Et maintenant, on vous demande de non plus compter le nombre de couples tels que i divise j, mais de dire est-ce qu'il existe un couple tel que i divise j. Donc on vous demande d'écrire une fonction existe couple divise, qui prend toujours 2 bornes, et qui cette fois-ci, cette fonction, c'est plus une fonction qui renvoie des entiers, mais c'est un prédicat, c'est une fonction qui renvoie un booléen. Et c'est une fonction, alors précondition toujours n inférieur à p, elle va décider, c'est-à-dire renvoyer vrai quand c'est vrai et faux quand c'est faux, elle va décider si s'il existe un couple i, j dans l'intervalle np tel que i, un couple i tel que i distinct de j et i divise j. Donc on doit écrire cette fonction-là, et souvent dans cette UE, on a envie d'écrire les fonctions qu'on a déjà écrites pour continuer. Donc on a envie d'utiliser les fonctions qu'on a déjà écrites pour faire de nouvelles fonctions. Donc on a envie de dire, il existe un couple tel que i divise j entre n et p, si le nombre de couples
tel que I divise J entre N et P est plus grand que 0. Donc voilà. Et ensuite, on va faire les tests. On va vérifier qu'il existe un couple, qu'il n'existe pas de couple tel que 0, dans l'intervalle 0, 0, tel que I divise J. Donc plutôt que de mettre égal égal false, on peut faire un assert not. Hein, on vérifie que cette chose-là est fausse, que quand ça vaut faux, ça doit exploser. Quand ça vaut vrai, ça doit exploser. Quand ça vaut faux, ça doit passer. On va vérifier qu'il n'existe pas de couple tel que I divise J entre 21 et 34. Et on va vérifier qu'il existe un couple tel que I divise J entre 2 et 6. On va vérifier qu'il existe un couple tel que I divise J entre -1 et 1. On sait même qu'il en existe 4 depuis tout à l'heure. Et on va vérifier qu'il existe un couple tel que I divise J entre 1 et 10. On sait qu'il en existe plusieurs aussi. Et c'est tout. Là, et on voit que les tests sont passés, donc on a réussi. On a réussi, mais il y a un léger malaise. Pourquoi il y a un léger malaise? C'est parce qu'on a compté l'intégralité des couples IJ tels que I divise J entre N et P, et ensuite on a regardé si ce nombre était plus grand que 0. Et ce qu'on aurait dû faire, pour des soucis d'efficacité, c'est s'arrêter la première fois qu'on en voit un. Une fois qu'on a trouvé, si jamais on trouve qu'il y a 10 couples d'entiers tels que I divise J entre N et P, on aurait dû s'arrêter au premier. Les 9 suivants, ils servent à rien, ça sert à rien de les compter, parce qu'on avait déjà trouvé un couple, et donc c'était sûr que la réponse à cette fonction était true. Par contre, si on n'en trouve pas, il faut bien tout compter pour bien vérifier qu'il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fonction plus efficace, on va reprendre le code de NBDivise, et à la place, on va essayer de... on va reprendre l'entête qu'il y a ici, et on va essayer de transformer cette fonction NBDivise pour qu'elle fasse ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle nous décide s'il y en a un et qu'elle s'arrête au bon moment. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'arrêter au bon moment? Je vous donne la technique qui marche souvent et qui s'appelle la sortie de boucle anticipée. Donc sortie de boucle anticipée. Cette technique, elle consiste à dire je vais faire ma boucle et quand j'ai trouvé ce que je cherche, je vais arrêter de faire ma boucle. Donc vous avez votre boucle ici, qui a une certaine condition C. Vous allez faire votre boucle, vous avez testé des choses à chaque tour. La condition C, c'est le nombre de fois que vous devez tester pour être sûr qu'il n'y ait pas. Et quand vous avez trouvé, vous voulez vous arrêter tout de suite. Comment vous faites ça? La technique, c'est d'utiliser un booléen que vous appelez trouver, et qui va représenter le fait de est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez ou pas. Si vous, au début, quand on rentre, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Donc trouver, il est à false. Et lorsque vous trouvez ce que vous cherchez, vous passez trouver à true. Et ensuite, vous allez raffiner votre condition de boucle pour dire je continue à faire des tours, mais seulement si j'ai pas déjà trouvé. Si j'ai trouvé, c'est plus la peine de faire des tours. Donc cette condition-là, elle dit quand est-ce que vous continuez à tourner. Bah, vous continuez à tourner lorsque vous n'avez pas trouvé, while not trouvé, c'est-à-dire tant que trouvé est faux, et la condition qui était la condition initiale. Donc vous continuez tant que not trouvé est vrai, c'est-à-dire tant que trouvé est faux. Dès que vous l'avez trouvé, not trouvé devient faux, donc cette condition devient fausse, hein, puisque faux et un truc, ça fait faux. Donc vous ne referez pas de tour supplémentaire, et vous passerez directement à la fin. Et à la fin, vous allez avoir quelque chose qui va dépendre de trouver. Soit ça va être un return trouvé, ça va être le cas aujourd'hui, soit ça va être un return not trouvé, c'était le cas la semaine dernière pour le nombre, est-ce qu'il est premier ou pas. Quand j'ai trouvé un diviseur, c'est qu'il n'est pas premier. Et parfois, ça va être un truc de si vous avez trouvé, alors ça, sinon, alors si. Voilà. Donc c'est la technique ancestrale de sortie de boucle anticipée qu'on va appliquer ici. Donc on n'a plus besoin de compter maintenant, mais on a besoin de savoir est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, c'est un couple tel que I divise J. Au début, on ne l'a pas trouvé. Si jamais on a un couple tel que I divise J, eh ben on dit qu'on l'a trouvé, donc trouvé passe à true. On va raffiner les conditions de boucle pour dire qu'on continue à faire la boucle, mais seulement tant qu'on ne l'a pas trouvé. Et pareil, cette boucle-là, on la fait seulement lorsqu'on ne l'a pas trouvé. Donc dès qu'on a trouvé, dès que trouvé passe à true, on ne fera plus cette boucle-là,
Cette boucle-là, on la fera plus, puisque pour la continuer, ça nécessite que notre trouvé soit vrai. Donc au moment où trouvé est true, notre trouvé est faux, donc on fera plus cette boucle. Et on fera plus cette boucle-là non plus. À la fin, qu'est-ce qu'on renvoie? Bah ici, on renvoie est-ce qu'on l'a trouvé ou pas. Si on a trouvé un couple tel que i divise j, il faut renvoyer true. Si on a trouvé un couple tel que i ne... Si on n'a pas trouvé de tout couple tel que i ne divise pas j, alors c'est qu'on les a tous explorés et qu'on n'en a pas trouvé, donc il n'en existe pas. Donc on va écrire cette fonction et puis on va la tester sur les mêmes tests que la fonction précédente en espérant qu'elle nous renvoie bien le bon résultat. Attention. Et ça marche. Donc, vous voyez, ça c'est une technique, c'est vraiment la technique que je veux que vous utilisiez pour gagner en efficacité dans vos fonctions. Vous vous arrêtez quand vous avez trouvé quelque chose, en utilisant un booléen trouvé, vous le mettez à true quand vous avez trouvé ce que vous cherchez, et vous mettez dans les conditions de vos boucles que vous ne continuerez pas à faire ces boucles tant que, si jamais vous l'avez trouvé. Vous continuez tant que vous ne l'avez pas trouvé et que la condition de boucle est vraie. Et si jamais vous l'avez jamais trouvé, vous avez fait toutes les choses, machin, trouver et rester à false, c'est parce que vous l'avez pas trouvé. Donc ce que ça s'appelle trouver, en plus, c'est un peu, c'est du coup facile à retenir, parce que vous comprenez bien que c'est est-ce que je l'ai trouvé ou pas. Maintenant, en question 5, on vous demande de faire la même chose, mais avec une sortie de fonction anticipée. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une sortie de boucle. Qu'est-ce que c'est une sortie de fonction anticipée? C'est quand plutôt que de sortir la boucle quand on a, de la boucle quand on a trouvé ce qu'on cherche, on sort carrément de la fonction. On sort entièrement de la fonction. Qu'est-ce qu'on connaît qui fait sortir de la fonction dans notre langage? C'est return. Return, ça calcule une valeur, ça sort de la fonction, même si on est au milieu de boucle, au milieu de boucle, au milieu de boucle, ça sort directement de la fonction et ça renvoie la valeur. Donc ici, si on a trouvé un couple, tel que i divise j, on peut sortir directement la fonction en disant c'est vrai. Donc on n'a plus besoin du booléen trouvé, d'accord, puisqu'on va sortir violemment de la fonction dès qu'on a trouvé. Donc plus besoin de ce booléen. Et par contre, si on a fait tous ces tours de boucle et qu'on sort de la grande boucle, si on sort de la grande boucle sans jamais être sorti de la fonction, c'est que i ne divise pas j, c'est qu'on n'a pas trouvé de couple tel que i divise j. Si on en avait trouvé un, on serait sorti ici, et on serait plus dans la fonction. Donc si on est ici, c'est qu'on est passé plein de fois là, sans jamais passer dans ce if. Donc c'est qu'on a testé tous les couples ij et qu'il n'y en a aucun tel que i divise j, donc on est sûr qu'on peut écrire return false ici. Mon erreur de syntaxe, elle est que ici j'ai pas besoin de parenthèse. Et vous avez une fonction divise rapide 2 avec une sortie de fonction anticipée qui marche. Donc sortie de boucle, j'utilise un booléen trouvé, je raffine ma condition de boucle, et quand j'ai trouvé, je dis que je l'ai trouvé, et après je ne fais plus de tour de boucle. Soit c'est la sortie de boucle anticipée. Sortie de fonction anticipée, je mets un return au milieu de mes boucles pour sortir directement de toutes mes boucles et de ma fonction lorsque j'ai trouvé ce que je cherche. Je préfère que vous utilisiez celle-là parce qu'on comprend mieux ce qui se passe et elle est plus facile à analyser, notamment si on parle d'invariant ou de variant, ce genre de choses. Mais vous allez, je pense, le plus souvent utiliser celle-là parce que dans votre tête, c'est assez clair de dire, bon, bah, si je l'ai trouvé, c'est fini, donc je peux renvoyer le résultat. Voilà pour la différence entre sortie de boucle et sortie de fonction typée, et ça clôt les 3 exercices corrigés pour le TD5. Merci.